Un petit échauffement d'abord qui était important et ensuite dans le rythme parce qu'on sait que sur la corniche vers 18 h il y a plein de gens qui se retrouvent pour faire du jogging mais tout le monde ne fait pas bien, il y a des gens qui n'ont pas de rythme, ça ressemble plus à oui, de la marche le rythme il est important, ce n'est pas un très grand rythme, je disais tout à l'heure l'endurance et donc là vous travaillez en présence d'oxygène, on ne travaille pas en déficience d'oxygène comme si c'est la résistance ou peut-être un certain métabolisme qu'on appelle le métabolisme anaérobie lactique où vous avez une déficience d'oxygène. Alors ici, c'est en présence d'oxygène, une présence massive d'oxygène qui vous permet d'avoir cette bonne oxygénation, mais aussi de courir lentement et on va y aller progressivement puisque vous quittez une filière pour aller à une autre filière, par exemple le métabolisme aérobie et ensuite vers un métabolisme anaérobie lactique là où il y a une déficience d'oxygène. Mais dans le footing, c'est surtout l'endurance, il faut y aller avec une présence massive d'oxygène. D'accord, vous avez dit footing, on peut dire footing ou jogging, c'est la même chose? Oui, footing, jogging, c'est la même chose. Alors j'ajoute que simplement, il faut en faisant le jogging choisir des chaussures adaptées. Alors pas de talons particuliers avec les chaussures, donc il faut des chaussures assez souples qui vous permettront justement de faire votre jogging et éviter surtout les torsions des chevilles puisque ça fait mal et puis ça va vous amener au repos, hein. Vous ne ferez pas le jogging le lendemain. Très bien, belle précision. Est-ce que le tapis roulant peut remplacer le jogging? Oui, effectivement, le tapis roulant, c'est vrai que ça se fait en salle, mais c'est la même chose, c'est plutôt du travail cardio, le tapis roulant, mais tout de même, c'est du pareil au même, hein, on peut faire son jogging sur un tapis roulant. Très bien, voilà, ça c'est une bonne précision. Les médecins font-ils du jogging ou du footing régulièrement, docteur Badiane? Rassurez-nous. Ah oui, parce que vous nous conseillez d'en faire. Oui, voilà, c'est recommandé. Est-ce que les médecins le font? Normalement. Donc c'est plutôt faites ce qu'on vous dit de faire. Mais ne faites pas ce que nous faisons. Oui. Allez, merci beaucoup coach Tandara pour ces conseils précieux. Mesdames, les chaussures sont importantes aussi quand on va faire du jogging. Le coach nous l'a dit, c'est pas la couleur ou l'esthétique qui compte, mais plutôt la résistance des chaussures. Merci coach Tandara. Demain, on aura droit encore à d'autres capsules et vendredi aussi, tout au long de la semaine. C'est ce que nous faisons en gym. Et les mercredis, le coach est sur le plateau avec nous pour d'autres conseils. Et si vous avez des questions à lui poser, c'est maintenant. Il est encore sur le plateau avec nous. Il les reçoit et il y répond. Pour l'heure, on va passer à la santé avec Binta. Le thème d'aujourd'hui, c'est la vaccination. C'est bien ça? C'est la vaccination. On va parler du programme élargi de vaccination. Le programme élargi de vaccination avec différents intervenants et le docteur Badiane qui est sur le plateau avec nous, le docteur Mohamed Ly qui est médecin du district sanitaire sud également qui parle de la vaccination comme moyen de protection contre les maladies. Une étape très importante pour les enfants, j'allais même dire les nouveau-nés. Qui commence dès la naissance. Et c'est important que ici l'on puisse mettre un accent particulier sur le respect du calendrier vaccinal, ça va se faire. Juste pour dire que les maladies évitables par la vaccination, tout parent doit veiller à ce que les enfants n'attrapent pas ces maladies-là. Et c'est possible si les enfants se font vacciner dans les structures sanitaires. Et avec le docteur Badiane, on va un peu parler de cela. Mais comme vous l'avez tantôt dit, on va aller au district sud, qui est ici à Médina, tout près de chez nous, pour un peu parler avec le docteur Mohamed Ly, qui nous a un peu parlé de ce que c'est que le programme élargi de vaccination, mais surtout ce que c'est que la vaccination en termes de protection pour les enfants. La vaccination, donc, c'est pour protéger l'enfant contre des maladies évitables par la vaccination. Et quelquefois aussi, c'est des maladies qui sont très difficiles à soigner. Bon, une maladie comme la rougeole ou la fièvre jaune sont des maladies virales qui n'ont pas de médicaments à proprement parler. Donc le fait de vacciner l'enfant, de lui éviter d'avoir cette maladie-là, donc je pense que c'est la meilleure stratégie pour la survie de l'enfant. Et c'est des maladies qui également dans le passé étaient très meurtrières et étaient cause de mortalité assez élevée. Oui,
Oui. On les oublie souvent. Allez, on revient sur le plateau. Vous aurez compris que les discussions ont déjà bien démarré avec le docteur Badiane, qui est lui le coordonnateur du programme élargi de vaccination. La vaccination, elle est importante. Je rappelle que nous étions au district sud. Cette semaine, on a reçu sur le plateau le docteur Koura Bousso du district sud, qui d'ailleurs est en promo en ce moment. Ça s'appelle les journées de promotion. Et on vous y invite encore une fois. C'est demain que ça prend fin. On poursuit maintenant, Binta, avec Madame Marietou Falsen, qui est superviseure du programme élargi de vaccination au district sud également. Et elle se prononce sur les difficultés de faire respecter le calendrier vaccinal par les parents. Ouais, et ça, c'est une grosse difficulté pour le programme. C'est un défi aussi lancé par les structures sanitaires et aux structures sanitaires, parce que vous savez, pour que l'enfant soit complètement vacciné, il y a un certain nombre de vaccins que l'enfant doit prendre. On va y revenir avec le docteur Badiane. C'est pour le protéger contre des maladies. Le nombre de maladies dont l'enfant est protégé a également progressé depuis le début du programme élargi de vaccination qui a démarré en 1980 avec 7 antigènes. Et aujourd'hui, on est à 12 antigènes. On va y revenir aussi avec le docteur Badiane. Mais je voulais également appeler un peu le docteur Badiane sur la question, parce que le docteur Ly a parlé du programme de la vaccination des enfants comme moyen de protection. On voulait également demander quelle est la cible de ces enfants-là qui sont vaccinés et aussi quelles sont les maladies cibles. Oui, bah, si vous voulez, vous y répondez maintenant. Sinon, on attend 7 heures et on écoute tous les intervenants de la chronique santé. Et puis, on déroule avec vous pour les autres questions. Oui, d'accord, on va au district sud, on y retourne. Très bien, on y retourne. C'est pas facile avec nos voisins de la sous-région. D'habitude, on va dans les quartiers avec les relais qui vont sortir. On va voir les carnets d'abord, voir si les enfants sont à jour de vaccination ou pas. Sinon, on fait le rattrapage facilement. Mais d'habitude, c'est dans les quartiers. Par rapport à la vaccination, il y a souvent des recherches au niveau des points de vaccination. Souvent, les personnes que nous recherchons, qui sont irréguliers et que nous allons rechercher, on nous dit que ces gens ont déménagé parce que, comme vous le savez, à Dakar, il y a beaucoup de locataires. On commence la vaccination dans un centre. Le mois prochain, on peut déménager et aller ailleurs. Mais toutefois, nous leur donnons l'information que dans toutes les structures de santé, ils peuvent faire vacciner leurs enfants et continuer le calendrier vaccinal. Nous les exhortons vraiment à respecter ce calendrier vaccinal. Oui, encore une fois, les parents sont exhortés, autant pour moi, à respecter le calendrier vaccinal. Docteur Binta vous a interpellé tout à l'heure sur une question liée à la cible, justement. Quels sont les enfants qui sont ciblés par ce programme élargi de vaccination? Merci. Donc, merci pour l'invitation, me donner l'occasion de parler du programme élargi de vaccination, qui est un des programmes phares du ministère de la Santé. Donc effectivement, ce programme élargi de vaccination cible les enfants de moins d'1 an en priorité. Mais depuis l'année dernière, donc en 2014, on a introduit ce qu'on appelle une deuxième dose de rougeole. Donc c'est une dose de rappel qui cible les enfants à partir de 15 mois. Donc actuellement, la cible de la vaccination s'est élargie aux enfants jusqu'à 23 mois. Mais ça, c'est la vaccination de routine. Mais on verra que pour d'autres interventions, on peut cibler des enfants dans une tranche d'âge plus large. Binta, si tu permets, je place encore une autre question. Moi, j'ai toujours pensé qu'en parlant du programme élargi de vaccination, cela touchait déjà les femmes enceintes avant même d'en arriver au nouveau-né. Effectivement, bon, c'est une cible qu'on oublie souvent, mais elles font partie du programme élargi de vaccination. Ce n'est pas seulement les femmes enceintes, mais c'est toutes les femmes en âge de reproduction. Donc, ça concerne surtout la vaccination antitétanique, mais vous allez le voir aussi qu'on est en train de planifier pour l'introduction du vaccin contre les infections HPV, donc dans le cadre de la lutte contre le cancer du col. Donc ça aussi, on va élargir ces cibles-là, donc faire les adolescentes de 9 à 14 ans. D'accord. En âge de reproduction, c'est-à-dire à partir de 15-49 ans. Ça veut dire qu'à partir de 15 ans, on devrait normalement commencer à se faire vacciner. On doit commencer à peut-être compléter sa vaccination plutôt que de commencer. Très bien, compléter sa vaccination. Binta. Oui, donc c'est pour dire que on a toujours tendance à ne penser qu'aux enfants quand il s'agit de vaccination, de prévention. Mais il y a la prévention contre le tétanos qui intéresse les femmes en âge de reproduction, comme il l'a dit, c'est les 15-49 ans. Et une fois vaccinées, c'est une série qu'il faut prendre avec sa carte rose, et ça nous prouve que la femme a été protégée du tétanos pendant 10 ans. Voilà, après 5 contacts. Après 5 contacts.
Donc, ça aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette vaccination des femmes en âge de reproduction, des femmes enceintes, vise la protection de l'enfant. Ce qui est visé, c'est la protection de l'enfant à la naissance contre le tétanos. Très bien. Donc, pour éliminer cette maladie-là. Oui. On va revenir, hein, Binta, si tu le permets, sur les difficultés justement, parce que tout à l'heure, dans le deuxième élément qu'on a regardé au district sanitaire, les difficultés de faire respecter ce calendrier par les parents. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela à votre avis? Qu'est-ce qui explique cela? Bon, c'est vrai, c'est un problème qui est réel. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des abandons entre les doses de vaccins. Ça veut dire que les enfants, il y en a qui commencent et qui ne terminent pas. À côté de ça aussi, il y a des enfants qui ne sont pas du tout vaccinés. Donc ça, c'est un problème de communication, surtout avec les parents, et d'appropriation par les parents du programme. En fait, je crois que si les parents sont conscients de l'importance de la vaccination et de ce que ça peut apporter aux enfants, je crois que si c'est bien expliqué et que les rendez-vous sont clairement expliqués et ce qu'on appelle les activités de recherche des irréguliers, je crois que ça peut aider à réduire ces abandons-là, donc à faire respecter le calendrier vaccinal. En fait, il y a également que, docteur, le calendrier vaccinal, il a beaucoup changé dernièrement. Oui. Parce que, comme vous l'avez dit au début, hein, donc, le programme a démarré vers les années 79-80 avec 6-7 antigènes. Mais maintenant, on est à 12 antigènes. Donc, quand l'enfant est complètement vacciné, il est protégé contre 12 maladies. Ce qui veut dire 12 vaccins différents? Non? Pas exactement. En fait, c'est 12 vaccins différents, mais il y a des vaccins combinés. Par exemple, si vous prenez le pentavalent, il y a 5 vaccins dedans qu'on administre en une seule dose. Donc, du fait de l'introduction de ces nouveaux vaccins, donc le calendrier vaccinal a beaucoup évolué. Donc, vous verrez que maintenant, par exemple, au 3e contact, c'est-à-dire à 14 semaines, les enfants reçoivent 3 injections. Avant, c'était une injection, mais maintenant, on est à 3 injections. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut bien expliquer pour dire tout ça, que c'est pour le bien-être de l'enfant, c'est pour lui éviter de tomber malade. Donc, et actuellement, on voit que les populations adhèrent. Mais il y a aussi, il faudrait qu'ils disent aux parents quelle astuce pour gérer la fièvre après la vaccination, les pleurs de l'enfant, parce que déjà avec autant de points de contact, autant d'injections à faire sur la cuisse de l'enfant et sur son épaule, la gestion de la fièvre pose problème aux parents. Bon, c'est vrai, la fièvre peut être un effet secondaire minime hein, par rapport à la vaccination. Mais ce qu'on voit, c'est que les gens croient que dès qu'on vaccine l'enfant, systématiquement l'enfant doit faire une fièvre. Non. C'est un effet secondaire qu'on peut avoir comme on peut ne pas avoir. Et ça dépend souvent des types de vaccins. Et il y a des études qui ont montré que le fait d'administrer plusieurs vaccins à l'enfant au même moment n'augmente pas le risque de développer des effets secondaires ni l'intensité de la douleur. C'est-à-dire que c'est des études scientifiques hein, qui ont montré que le fait de faire 3 injections ou de faire une injection, ça n'a pas d'impact sur la douleur que ressent l'enfant. Et actuellement, on a commencé ça depuis plus d'1 an et on voit qu'il n'y a pas plus d'effets secondaires qu'avant l'introduction de ces nouveaux vaccins-là. Maintenant, si malgré ça, il y a l'apparition d'effets secondaires, je crois que les prestataires, donc au niveau des structures sanitaires, sont formés pour donner des conseils. Parce que c'est juste des traitements symptomatiques qu'il faut donner. L'enfant a un peu de fièvre, on lui donne du paracétamol, de l'ibuprofène, il a mal, c'est les mêmes médicaments qu'on utilise aussi pour soulager pour la douleur. Mais ces effets secondaires-là ne doivent pas amener les parents à arrêter. À avoir peur, c'est ça aussi. Parfois, on a un peu peur. Parce que quand l'enfant est malade, il a plus de fièvre, il a plus mal et ça dure plus longtemps et sa vie peut être menacée. Oui, ça veut dire que s'il n'est pas vacciné, il court beaucoup plus de risques, il va souffrir plus et avoir plus de fièvre que s'il était vacciné. C'est évident. C'est juste les effets secondaires du vaccin qu'il a pris. Voilà. Très bien. Moi, je voudrais également savoir, docteur, quand est-ce que cette vaccination doit démarrer? Je veux dire, le premier vaccin, l'enfant doit le prendre à combien de semaines de la naissance ou à combien de mois? Donc, si je reviens sur ce que j'avais dit, la vaccination commence même avant la naissance de l'enfant, oui. en le protégeant déjà contre le tétanos néonatal. Et cette protection se fait par la vaccination de la mère.
On parle souvent aussi, maintenant c'est à la mode, quand les femmes sont enceintes, on leur demande de faire le bilan pour chercher une infection contre la rubéole. Mais tout ça, ça a des conséquences. Si la femme est atteinte de rubéole, elle peut transmettre la maladie à l'homme. Donc le fait même de vacciner les femmes avant le bas âge contre la rubéole aussi, ça permet de protéger l'enfant contre ce qu'on appelle le syndrome de rubéole congénitale. Très bien. Donc, en vaccinant les femmes, on protège déjà les enfants comme certainement. Maintenant, la vaccination de l'enfant débute à la naissance. Donc il y a des antigènes qu'on doit lui administrer déjà à la naissance. Donc c'est au moment de la naissance que commence la vaccination et ça se poursuit. C'est vrai, dans notre programme, ça s'arrête à 23 mois, mais ça peut évoluer. Ça peut évoluer parce qu'il y a des rappels aussi que l'enfant doit prendre jusqu'à l'adolescence. Il y a des vaccins qu'on doit administrer à l'âge à 1 an, à 5 ans, à l'âge scolaire. Donc mais en fait, nous, ce qu'on cherche dans le programme élargi de vaccination, c'est de réduire la mortalité infanto-juvénile, donc des enfants de 0 à 5 ans. Et là, si on leur administre les vaccins qui sont dans le programme jusqu'à 23 mois, ça permet d'avoir cet impact souhaité dans cette réduction de la mortalité. Mais il est clair qu'on va viser d'autres objectifs comme le préconise le plan d'action mondial pour la vaccination qui préconise d'élargir les cibles, de vacciner même les personnes âgées, parce qu'on a envoyé qu'il y a des infections qui touchent les personnes âgées qui méritent d'être prises en charge, les adolescentes, les femmes, et donc pratiquement toute la population. Mais ça demande beaucoup de moyens, on va y aller pas à pas. D'accord. On va revenir avec vous pour faire un peu le point, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en ce qui concerne le programme élargi de vaccination un peu partout au Sénégal, pas seulement à Dakar. Et je laisserai également le soin à Tandara et à Nafis Saher de vous poser quelques questions. On va juste regarder cet extrait avec le docteur Mohamed Ly, n'est-ce pas Binta, qui relate les difficultés liées aux menaces permanentes d'épidémie. Aux menaces permanentes d'épidémie, parce que Dakar en a connu une dernièrement au mois de septembre avec la rougeole. On a fait des efforts dans le cadre du programme élargi de vaccination. On l'a combiné d'activités de communication, comme l'a dit tantôt, mais il y en a encore qui ne respectent pas le calendrier. Il y en a encore qui ne font pas vacciner leurs enfants aussi. Et il y a d'autres qui viennent d'autres horizons et qui ne sont pas couverts en rentrant chez nous. C'est de ça dont parle le docteur Ly. Le nombre d'enfants complètement vaccinés, nous sommes seulement à 68%. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de déperditions entre le Penta 3 et le vaccin anti-rougeoleux. Voilà, cela est dû au fait qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent de l'intérieur du pays et qui quelquefois rentrent sans terminer la série vaccinale de leurs enfants. Voilà. Il y a aussi que nous avons beaucoup d'enfants qui viennent des pays limitrophes où souvent ils ne terminent pas leur série vaccinale. Cela nous a d'ailleurs valu récemment une épidémie de rougeole et on a dû faire une grande opération de riposte où on a vacciné beaucoup d'enfants pour éviter que la rougeole ne se propage dans notre district. Retour donc sur le plateau après ces quelques précisions du docteur Mohamed Ly. Coach Tandara, question pour le docteur Badiane. Bon, alors le docteur Badiane, je crois que la maladie du 8e jour, comme on l'appelle, je crois 7e ou 8e jour, c'est le tétanos néonatal. Oui, c'est le tétanos. Alors je crois que cette maladie-là, enfin, on en parlait jadis et aujourd'hui je crois qu'il y a un net recul de cette maladie néonatale. Est-ce que véritablement vous êtes satisfait depuis que le PEV a été mis en place au Sénégal? Est-ce qu'il y a justement des avancées significatives? Merci. Je crois qu'on a eu beaucoup vraiment de résultats encourageants dans le PEV. Et une des victoires, si on peut dire, du PEV, c'est cette réduction de l'incidence du tétanos néonatal. Donc, comme vous l'avez dit, jadis, c'était une maladie qui était très fréquente, qui était connue, qui a fait même l'objet de croyances culturelles. Parce que, en fait, ça intervenait au 7e ou 8e jour, c'était le jour du baptême. Et souvent, il y avait beaucoup de croyances autour de cette maladie, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était juste le tétanos néonatal. Mais au Sénégal, actuellement, on est à un stade où on a éliminé le tétanos néonatal. Parce qu'en fait, le tétanos, on ne peut pas l'éradiquer, on ne peut pas faire disparaître totalement le tétanos. Ceci est lié à l'agent causal du tétanos, qui est un agent tellurique qu'on retrouve sur toute la Terre, donc on ne peut pas l'éradiquer. Mais l'OMS avait demandé au pays d'éliminer cette maladie. L'éliminer, c'est l'amener à une incidence très faible, donc moins d'un cas
pour 1000 naissances vivantes. Et le Sénégal est arrivé à ce stade-là et a été certifié en 2011 par l'OMS comme pays à éliminer le tétanos néonatal. Ce qui fait que c'est une maladie maintenant qui est devenue très rare, qu'on ne voit pratiquement plus. Donc ça, c'est une... Le Sénégal des profondeurs. Même dans le Sénégal. Parce qu'en fait, c'est pas seulement à Dakar. Ça que pour éliminer le tétanos, il faut l'avoir éliminé dans tous les districts. D'accord. Ça veut dire qu'il ne faut même pas qu'il y ait un seul district. Au Sénégal actuellement, un district notifie plus d'un cas pour 1000 naissances vivantes. Le Sénégal perd son statut de pays ayant éliminé le tétanos néonatal. Nafi? Moi, c'est plutôt pour les adultes. Par exemple, est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour un adulte d'aller se faire vacciner? Par exemple, moi, que j'aille me faire vacciner, est-ce que c'est nécessaire? C'est toujours nécessaire, comme je dis. Là, non, tu n'es pas... Tu te sens bien. Il n'y a pas de programme. Tu te sens bien, tu n'attends pas un enfant. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de se lever comme ça, d'aller se faire vacciner? Mais la vaccination, c'est de la prévention, ce n'est pas du curatif. C'est effectivement parce qu'on se sent bien qu'on doit se prémunir contre d'éventuelles maladies. Comme j'ai dit, la vaccination concerne tout le monde. Mais il y a des priorités en termes de vaccination. Mais ça va évoluer. Il y a le vaccin contre le cancer du col. Mais attends, ça va. Tout le monde connaît le problème que pose le cancer du col au niveau de notre société et au niveau mondial. Donc s'il y a un vaccin efficace qui permet de lutter contre ce cancer du col-là, c'est évident que tous ceux qui ont les possibilités de se faire vacciner doivent le faire en attendant maintenant que le gouvernement mette un programme de vaccination dans ça. Maintenant, il y a des vaccinations spécifiques. Par exemple, si on doit voyager, il y a des vaccins qu'on doit prendre. Par exemple, la fièvre jaune, c'est dans le règlement sanitaire international, c'est obligatoire. Tout à fait. Maintenant, il y a d'autres vaccins contre la typhoïde, des vaccins contre le choléra, d'autres types de vaccins qui, selon l'état de la personne ou bien ce qu'il veut faire, c'est des vaccinations recommandées. Mais vous avez vu qu'au Sénégal aussi, on mène beaucoup de campagnes de vaccination, même pour les adultes. La dernière en date, c'est la vaccination contre la méningite A, où c'était des enfants de 1 an jusqu'aux adultes de 30 ans. On fait des campagnes, on a fait souvent des campagnes de fièvre jaune où c'est tout le monde qu'on vaccinait. Donc, ça c'est pour la prévention des épidémies qui sont dues à ces maladies-là. Donc, pour le moment, le programme, dans ce qu'on appelle le programme de routine, c'est-à-dire que la vaccination systématique, c'est pour les enfants. Mais il y a d'autres types de vaccination qui peuvent cibler. La vaccination contre la grippe, tout le monde en parle parce que ça commence à devenir un problème aussi. Tout à fait, tout à fait. Vaccination donc des enfants, c'est important. On a voulu vous le rappeler aujourd'hui dans la chronique santé. Les parents doivent emmener les enfants pour qu'ils se fassent vacciner dès la naissance et même avant, comme l'a précisé tout à l'heure sur le plateau le docteur Badiane, ça commence bien avant même la naissance de l'enfant. Les mamans, les parents, la maman notamment doit se faire vacciner. La jeune fille doit se faire vacciner. Et c'est important de faire cela pour se protéger contre les maladies. Docteur Badiane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Binta, merci. Je vous offre une bonne tasse de Quinqueliba. Ensuite, ce sera le clip du jour. Et je rappelle aux téléspectateurs que dans la deuxième partie de ce magazine, nous recevrons sur ce plateau la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame Awa Gueye. Elle vient pour nous parler des ambitions, des défis, du fonctionnement de l'institution parlementaire. Le journal complet avec René également. Et puis la chronique tendance avec Nafi Saher. A tout de suite pour la suite. Good.
Je vais chanter la peau noire sur mon corps. Yow xale bi dañu ñuul ba sa taar bi dama yéem. Je vais chanter la peau noire sur mon corps. Jigéen di ñuul. Waaw waaw mbaa mu xees. Jigéen di ñuul. Waaw waaw mbaa mu xees. Jigéen di ñuul. Waaw waaw mbaa mu xees. Ndax yenn saa yi ñu la lay gënal wante yenn saa yi xees la lay gënal wala yenn saa yi ñu la lay gënal xees la lay gënal. Yenn saa yi mu lëndëm lëndëm mu lëndëm 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 mu lëndëm 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 mu lëndëm lëndëm. Tali bi selaw njënaaw yi melaw saman si melaw waaw ngelaw la jéggi ji la ñaar wetu ne su boobaa ñu la lay gënal wante yenn saa yi xees la lay gënal su boobaa ñu la lay gënal xees la lay gënal. Yenn saa yi ñu la lay gënal wante yenn saa yi xees la lay gënal. Jigéen dafay ñuul wante jigéen dafay xees di laaj. Chéri Adama xees a ko gënal góoru xariñam xees a ko gënal. Mami Farba Seen ñu la ko gënal wante Yaxya Njaay xees a ko gënal. Aram Bar jigéen ñu la ko gënal xees a ko gënal. Kon su boobaa ñu la lay gënal wante yenn saa yi xees a. Pour la deuxième fois, elle a été élue première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Madame Awa Gueye est avec nous sur le plateau. Elle nous a rejoint pour la dernière partie de ce magazine. Merci de nous honorer de votre présence. Je le disais, c'est toute l'institution parlementaire qui nous honore ce matin. Et puis, les femmes sont également honorées, puisque la parité a été respectée cette fois-ci également. On revient dans un instant pour d'autres questions pour vous. Pour le moment, je vous propose de regarder ceci. C'est la Minute Gag sur Kenkeliba.
they hear one up there, it's like, right, okay. It's just fucking block thing, isn't it? Some people think they are cute and could go compassion. Once they hear one up there, it's like, right, okay. It's just fucking block thing, isn't it? Some people think they are cute and could go compassion. Toby! Yes, Papa. Come and press my back. Toby! Yes, Papa. Toby! Toby! Toby, what's this? I want to kill myself. Every time Toby this, Toby that. I'm tired. After you kill yourself, go and make tea for me. C'était la famille Adé comme d'habitude pour terminer. Allez, chronique invitée à présent. Je vous le disais, Madame Awa Gueye, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, est avec nous. Bonjour. Bienvenue encore une fois sur le plateau de Quinqueliba. L'institution parlementaire a renouvelé son bureau pour 5 ans encore. On va parler du fonctionnement de l'Assemblée nationale. On va revenir également sur les grands chantiers qui vous attendent, la constitution des groupes parlementaires, le vote du budget qui est également une étape importante. Je rappelle que vous êtes également la vice... j'y arrive. La vice-présidente du mouvement des femmes de l'APR. J'ai hésité entre présidente et vice-présidente. C'est vice-présidente du mouvement des femmes de l'APR. On va commencer justement avec le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Pour beaucoup, l'Assemblée nationale, c'est des représentants du peuple qui votent uniquement des lois. Est-ce que cela se limite à ça? Quel est véritablement le rôle des parlementaires? Merci Zahra. Permets-moi de saluer ceux qui partagent avec moi le plateau et encore une fois souhaiter un bon réveil matinal à ceux qui nous regardent. Zahra, l'institution parlementaire a principalement comme mission de voter des lois. Parce que, vous savez, dans les régimes démocratiques, le fonctionnement est régi selon la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif qui est entre les mains du chef de l'État, le pouvoir judiciaire détenu par les cours et tribunaux et le pouvoir législatif qui est détenu par le Parlement dont les membres sont élus par le peuple. Donc la première mission du Parlement, c'est de légiférer, c'est-à-dire de voter des lois, de représenter ensuite dignement les populations et aussi de contrôler l'action du gouvernement. Maintenant, il ne faut pas minimiser parce que voter des lois quand même c'est capital, c'est quelque chose de très important. Parce que s'il n'y a pas de loi, l'État ne peut pas fonctionner. S'il n'y a pas de loi, on ne peut pas construire des hôpitaux, on ne peut pas faire des routes, on n'aura même pas de budget. Et s'il n'y a pas de loi aussi, tout sera permis. Et donc dans ce cas, nous allons nous retrouver dans une société où le plus fort écraserait le plus faible. Et même le plus fort, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, et même le plus faible, le plus fort ne serait pas épargné des ruses du plus faible. Et donc, voter une loi, voter les lois dans la société, c'est quelque chose de très important. Et c'est ça le rôle du Parlement. Alors, il y a actuellement 17 membres dans le nouveau bureau formé par l'Assemblée nationale. La parité a été respectée cette fois-ci. 64 femmes se retrouvent élues, hein. On peut le dire ainsi. Ça n'a pas été de tout repos que de retrouver toutes ces femmes finalement à leur place, hein, à des postes importants de décision. Effectivement, ça n'a pas été de tout repos parce que nous sommes partis avec une seule femme au Parlement. Maintenant, les femmes avaient engagé un combat, ce qu'on a appelé la Grande Marche des femmes. On se rappelle en fait de nos grands-mères comme Adja Rosbas, Adja Tchoumessam, qui se sont battues pour l'accès des femmes à ces postes électifs-là. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, en mai 2010, toutes les femmes sans distinction de parti, toutes les femmes donc sans considération partisane, ont travaillé sur un avant-projet de proposition de loi qui était présenté au président de la République de l'époque et qui a été voté au Parlement en mai 2010. Cette loi demandait la parité hommes-femmes dans toutes les assemblées électives et semi-électives.
Et donc, une fois que la loi a été votée en 2010, aux élections législatives de 2012, avec l'action du président Macky Sall au pouvoir, cette loi a été appliquée pour une première fois dans l'histoire du Sénégal. On est parti donc sur des listes 50-50. Et à l'arrivée, on s'est retrouvé avec 64 femmes sur 158 députés. Pourquoi 64 et pas 75? Cela est lié au mode d'investiture. Parce que vous savez, dans certains départements, les sièges sont impairs. Donc il faut investir 3 députés. Et là, c'est 2 hommes, 1 femme. Des fois, c'est 5, c'est 3 hommes, 2 femmes. Et c'est pourquoi, à l'arrivée, on s'est retrouvé avec 64 femmes sur 158 députés. C'est un chiffre important pour nous. Parce que 64 femmes, ça nous fait un pourcentage de 42% de femmes. On est parti avec la 11e législature, en 2007, les femmes étaient 27. Donc on avait 18% de femmes. Donc on est passé de 18% à 42%. Donc c'est un chiffre très important, non seulement pour nos femmes, mais ça influe aussi au niveau de notre classement dans le monde. Parce que le Sénégal actuellement est 6e pays en termes de représentativité des femmes au Parlement. 6e mondial. Et 3e en Afrique. C'est ce qui fait justement que le Sénégal est félicité partout pour cette loi sur la parité. Le Sénégal est devant la France alors? Oui, bien sûr, bien sûr. Et je disais l'autre jour en fait que le Sénégal a donné une bonne leçon au maître. Parce que le maître, c'était la France qui donnait tout le temps des leçons. Mais maintenant, avec la loi sur la parité, c'est le Sénégal qui donne maintenant la leçon. Et avec cette parité toujours, les femmes ont eu accès maintenant à des postes véritablement de renommée. Parce que, une première dans l'histoire du Sénégal, le poste de première vice-présidente de l'Assemblée nationale est occupé par une femme. On dit en fait c'est la loi sur la parité. Effectivement, c'est la loi sur la parité parce que les hommes ne nous font pas de cadeaux du tout. On dit souvent en politique, il n'y a pas de cadeaux. Et les hommes ne nous font pas du tout de cadeaux. Et c'est pourquoi cette loi sur la parité vient rétablir une injustice faite aux femmes. Ce qui a fait maintenant qu'au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, on a 8 vice-présidents, 4 hommes, 4 femmes. Au niveau des secrétaires élus qu'on a corrigé cette année, on a 6 secrétaires élus, donc 3 hommes, 3 femmes, 2 caisseurs, 1 homme, 1 femme. Et donc c'est une avancée magique. Et c'est pour moi l'occasion aussi de féliciter toutes ces femmes-là qui se sont battues pour que les femmes aient plus de représentativité au niveau du Parlement. Tout à fait. Sans distinction au niveau des partis, toutes les femmes en fait y ont mis la main. En 2010, c'est effectivement les femmes du parti au pouvoir, les femmes de l'opposition, les femmes de la société civile. Donc tout le monde s'est battu pour avoir cette forte représentativité au niveau du Parlement. Mais aussi, il faut féliciter le pouvoir, parce que sans la volonté politique, on ne pouvait pas s'en arriver là. Voilà. Donc il faut effectivement féliciter le président de la République, M. Macky Sall, parce que lorsque nous faisions notre amendement pour introduire la parité au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, le président de la République a dit, en tout cas, moi je suis avec les femmes et j'encourage les femmes à continuer de se battre. Et c'est pourquoi donc on a introduit cet amendement pour que la parité soit dans le bureau de l'Assemblée nationale, pour qu'il n'y ait plus d'excuses. Parce qu'avant, au niveau des secrétaires élus, on n'avait qu'une seule femme sur les 6 secrétaires élus, et on nous disait, bon, la parité n'est pas dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on parle d'élection de liste, mais maintenant, on s'est battu, et les femmes parlementaires, à l'unanimité, avaient signé cet amendement qui nous a valu aujourd'hui cette application au niveau du bureau. Et cela prouve à plus d'un titre que les femmes sénégalaises sont véritablement des leaders. Hein. Ça, c'est encore le leadership des femmes sénégalaises qui se manifestent ainsi au grand jour. Et je le dis avec fierté. Nafissa R. Moi, j'ai une question. Qui est Awa Gaye? Côté politique, je veux dire. Bon, Awa Gaye, politiquement, il me sera difficile de me juger politiquement. Mais je vais dire en fait que politiquement, Awa Gaye, c'est une dame qui est au service de sa société, au service des populations. Mais aussi, étant dans son parti politique, moi je dis toujours, je suis un soldat dans mon parti. Je suis un soldat.
Et un soldat, c'est quelqu'un qui exécute donc des ordres. Voilà. Okay. Alors, Madame Awagay, moi, je vais d'abord commencer par vous dire félicitations. Alors, félicitations pour le poste que vous occupez à l'Assemblée nationale, puisque c'est un poste très, très important. Alors, deuxième chose, la question c'est où vous êtes passé? Où est-ce que vous êtes passé? Les femmes, puisque véritablement, ça a été un parcours du combattant, cette parité, hommes et femmes. Mais dites-nous justement où est-ce que vous êtes passé?